Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, quelque part entre Kinshasa et Pretoria, 121 de nos compatriotes défont leurs valises dans un pays qu'ils avaient quitté pour vivre mieux. Ils sont rentrés parce qu'ailleurs, on a brûlé ce qu'ils avaient. Nous parlerons d'eux et nous en parlerons à la fin, parce que ce sont eux qui referment ce journal. À nos compatriotes de Lubumbashi, de Kisangani, de Bukavu, à celles et ceux qui nous suivent depuis Charleroi, depuis Toronto, depuis Doha, où l'on connaît mieux que personne le prix d'un dossier qui traîne. Soyez les bienvenus. Hier soir, nous vous disions qu'une porte venait de s'ouvrir. Le chef de l'État a levé l'option d'un dialogue national. Ce soir, nous entrons par cette porte et nous regardons ce qu'il y a derrière. En 24 heures, ce dialogue n'a encore ni date, ni lieu, ni liste. Mais il a déjà produit quelque chose. Une demande adressée à l'opposition de renoncer à sa marche. Le même vendredi, à Kigali, un autre homme parlait devant son parti. Il nommait, lui aussi, des Congolais. Pas les mêmes, et pas pour les asseoir à une table. Voilà notre soirée. À Kinshasa, on définit qui mérite d'entrer. À Kigali, on désigne qui aurait trahi. Et entre ces deux listes, il y a un peuple qui n'a demandé ni l'une ni l'autre. Un dialogue commence toujours par un geste. Celui-ci a commencé par une demande adressée à ceux qu'il prétend rassembler. Solange, tu as repris le briefing du porte-parole du gouvernement ligne par ligne, et vous avez suivi ce qui s'est passé le lendemain. Raconte-nous ce que ces 24 heures ont réellement produit. Bonsoir à toutes et à tous. Vendredi 17 juillet, à la Cité de l'Union africaine, Félix Tshisekedi reçoit pendant 2 heures les chefs des confessions religieuses. À la sortie, le cardinal Fridolin Ambongo Bessungu annonce que le chef de l'État a levé l'option d'un dialogue entre fils et filles du Congo. Le samedi 18 juillet, la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo demandent à la coalition Article 64 de reporter sa marche du mercredi 22 juillet pour créer un climat propice aux échanges. Le même samedi, la C64 se réunit et maintient la marche, Ados Ndombasi le confirmant à sa sortie. Une autre source évoque un report possible, conditionné à des garanties sur l'inclusivité et sur l'avenir de la Constitution. Aucune décision officielle n'a été publiée à cette heure. Retenez la séquence. Ce dialogue n'a produit en un jour ni ordonnance, ni date, ni comité. Son premier effet concret aura été de demander à l'opposition de suspendre son seul moyen de pression. Depuis 1960, notre pays a organisé des dialogues, des tables rondes, des concertations, jusqu'aux accords de Goma en 2009, et aucun n'a épuisé la crise qu'il devait résoudre. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a lui-même énuméré vendredi les mutations successives des mouvements armés à l'Est, du RCD au CNDP, du CNDP au M23, du M23 à l'Alliance Fleuve Congo. Il l'a fait pour démontrer que le Rwanda recycle ses prétextes. Il a aussi, ce faisant, décrit 30 ans de dialogue qui n'ont rien empêché. Sur le contenu du mot « inclusif », le porte-parole a été précis, et c'est là que tout se joue. Selon Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias, l'inclusivité n'est pas un point de départ. Elle est, ce sont ses mots, un objectif qu'on doit construire. Il distingue 2 catégories de compatriotes, ceux qu'il qualifie de complices de l'agression et ceux qu'il décrit comme froids, n'ayant pas clarifié leur position. Il cite 2 noms comme modèles acceptables, l'honorable Martin Fayulu et le docteur Denis Mukwege, opposant au pouvoir mais ferme sur l'agression. Et interrogé sur les conditions posées, il répond qu'il n'y en a qu'une, être en mesure de nommer le mal, l'agression rwandaise. Face à cette définition, la C64, qui réunit Martin Fayulu, Délice Sanga, Moïse Katumbi et Jean-Marc Kabound, en pose une autre. Elle exige le renoncement public au projet de révision constitutionnelle, la libération des prisonniers politiques, l'arrêt des poursuites à caractère politique et le rétablissement des libertés publiques. 2 définitions de l'inclusivité, aucune qui contienne l'autre. Le dispositif lui-même est établi. Le président convoque et organise seul, au titre de l'article 69 de la Constitution,
qui fait de lui le garant de la nation. Une ordonnance doit fixer les termes de référence. Selon un membre du gouvernement cité sous anonymat, cette ordonnance serait liée au retour du chef de l'État de New York, donc pas avant la fin du mois. Les confessions religieuses accompagnent et consultent, sans pouvoir de décision sur le format. Le cardinal Ambongo parle d'apostolat. La mission confiée à ces hommes mérite d'être décrite telle que le gouvernement l'a décrit. Selon Patrick Moyaya, les chefs religieux iront parler à ceux qui sont froids et à ceux qu'ils qualifient de complices. Ils sont armés de la Bible et de leur expérience, et ils pourront faire raisonner les uns et les autres. Il nomme ceux qui portent cette mission, les révérends André Bokondoa et Eric Senga pour l'Église du Christ au Congo, le cheikh Abdallah Mangala pour la communauté musulmane, l'archevêque Ejiba Yamapia pour les églises de réveil, Monseigneur Donatien Nchole pour la conférence épiscopale. Il rappelle qu'ils se sont rendus à Goma en janvier 2025 et qu'ils peuvent donc parler à toutes les forces congolaises. Le porte-parole a dit autre chose et cela éclaire la scène de vendredi. Il indique que dans la perception publique, l'Église avait donné l'impression d'être tolérante à l'égard de choses inacceptables, qu'un problème s'était posé dans la symbolique de la visite à Goma, et que ce qui a changé cette fois est que le cardinal a nommé le Roda sans ambiguïté. Une source gouvernementale, sous anonymat, évoque même des échanges tendus la veille entre l'entourage présidentiel et les chefs religieux. Cette information vient d'une source unique et n'a pas été confirmée publiquement. Elle éclaire pourtant un enchaînement que nos auditeurs peuvent suivre par eux-mêmes. La condition d'entrée est de nommer l'agresseur. Le clergé l'a rempli vendredi. Il reçoit le même jour la mission d'obtenir des autres qu'ils la remplissent aussi. Et samedi, la première demande qu'il adresse à l'opposition porte sur sa marche. Le député national Lambert Mende Omalanga a dit la chose plus directement que quiconque. Selon lui, le président n'a jamais refusé le dialogue. Il a dit que ce dialogue devait être sous le contrôle des institutions, c'est-à-dire sous son contrôle. Mende ajoute qu'il ne voit aucune situation nouvelle. Sur les participants, il tranche que l'admission de personnes condamnées par les juridictions congolaises ou sanctionnées par la communauté internationale porterait une atteinte grave à l'état de droit et banaliserait les crimes qui leur sont reprochés. La même ligne revient ailleurs, formulée autrement. Le chercheur en politique publique Eric Kamba, interrogé samedi par l'ACP, considère que la réconciliation peut accompagner la justice, mais ne peut pas la remplacer, et demande que le dialogue rompe avec ce qu'il nomme la prime à la rébellion. Il réclame la publication préalable d'un mandat, d'un calendrier et d'un règlement intérieur. À Beni, l'ancien maire Achille Kaparanga dit refuser de mélanger les choux et les carottes s'agissant de ceux qui figurent dans les rapports des experts des Nations Unies ou sur les listes de sanctions. Du côté du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, Ferdinand Kambere accueille l'ouverture mais dit rester vigilant sur les conditions que fixera l'ordonnance. Le président de la SADAO, Jean-Claude Katende, salue la décision et demande que la majorité ne multiplie pas les intrigues pour contrôler ce dialogue comme au temps de la conférence nationale souveraine. Ce que ces 24 heures ont produit pour nos concitoyens tient en peu de mots. Un principe acquis, aucune modalité, et un critère d'entrée qui reste à cette heure entre les mains de celui qui convoque. Une chose mérite d'être posée sans détour. Le pouvoir n'a pas inventé la question qu'il pose. Des Congolais ont bien été documentés par les Nations Unies comme partie prenante de mouvements armés soutenus depuis l'extérieur. Et cette réalité n'est pas une construction politique. Reste que la conférence nationale souveraine, celle que le gouvernement cite en modèle, n'avait pas de porte filtrée à l'entrée. C'est là toute la différence entre ouvrir une salle et choisir ceux qui la rempliront. Un dernier point nous concerne directement, et nos auditeurs ont le droit de l'entendre de notre bouche. Interrogé vendredi sur le rôle de la presse dans ce processus, le porte-parole du gouvernement a demandé aux médias d'éviter la polémique, estimant que ce sont parfois les médias qui attisent, et a annoncé un rapprochement avec la présidence pour définir comment il pourrait accompagner les efforts de cohésion.
accompagné et rapporté ne sont pas le même métier. Nous ferons le second. Une porte, donc, et un portier. Ce qui frappe Solange, c'est que ce portier ait été désigné le même jour que la porte. Et pendant que Kinshasa établit ses critères, une autre parole a circulé vendredi à 1500 km de là, devant un auditoire fermé. Bien sûr, Ilunga, et il fallait s'y attendre. Vendredi 17 juillet, à Kigali, Paul Kagame s'adresse au bureau politique du Front patriotique rwandais, dont il est le président. Ce n'est pas une conférence de presse, c'est un discours interne devant les cadres de son parti, et le registre en dit autant que le contenu. Il y affirme que le conflit dans l'est du Congo n'a pas commencé par le Rwanda et n'a pas été déclenché par le Rwanda. Il raconte avoir demandé au président congolais, lors d'une réunion de chefs d'État à Nairobi, comment cette guerre était devenue le problème de son pays, et avoir posé la question des zones rurales tenues par les forces démocratiques de libération du Rwanda, où, dit-il, on tient des barrières et on perçoit des taxes. Il rapporte que son interlocuteur a hésité, puis a répondu en avoir entendu parler. Il pose ensuite son alternative, que le Congo règle le problème, que les Nations Unies le règlent, ou que le Rwanda le règle lui-même. Il évoque une réunion tenue 2 semaines plus tôt dans cette même salle, où un ancien commandant supérieur des FDLR aurait livré un récit détaillé, nommant les localités où il s'est déplacé au Congo, les officiels avec lesquels il a travaillé, et ses anciens camarades aujourd'hui intégrés dans l'armée et dans les institutions congolaises. Kagame dit que cet homme les a nommés un par un et qu'il détient des carnets et des photographies. Notons ce que cela veut dire. Ces noms n'ont pas été rendus publics. La scène s'est tenue devant un auditoire acquis. Une accusation qui nomme sans publier est une accusation que personne ne peut contester. Vient ensuite l'affirmation la plus vérifiable de tout ce discours. Kagame déclare que le Rwanda avait transmis, plusieurs mois avant la signature du 4 décembre à Washington, des informations sur ce qui allait se produire à Uvira à cause des troupes qui s'y déplaçaient depuis le Burundi et de l'armée congolaise. Ces mots sont nets, c'est enregistré, c'est écrit, vous pouvez le nier. Il ajoute qu'on a ensuite saisi la chute de la ville pour présenter le Rwanda comme défiant Washington. Sur ce point précis, Kinshasa a répondu, et c'est une réponse datée. Dans un entretien accordé à France 24, Patrick Muyaya affirme que le jour même de la signature du 4 décembre, une offensive militaire est partie de Bugarama, au Rwanda, et a attaqué Uvira le 10 décembre, 6 jours après la signature. 2 récits sur le même événement. L'un désigne le Burundi et l'armée congolaise, l'autre désigne le territoire rwandais. Aucun des deux n'a produit publiquement le document qui trancherait. Dans ce même entretien, le porte-parole du gouvernement livre un fait que nos concitoyens doivent entendre lentement. Il indique que la RDC, le Rwanda et les médiateurs américains ont identifié ensemble 6 zones où sont censés se trouver les FDLR. Et il précise que 5 de ces 6 zones se trouvent sous contrôle du M23 et du Rwanda. Kinshasa dit avoir mené la sensibilisation dans la seule zone qui lui reste accessible et avoir transmis son rapport au mécanisme conjoint. Si le maintien des troupes rwandaises se justifie par la neutralisation des FDLR, et si 5 des 6 zones où elles se trouveraient sont déjà tenues par le Rwanda et son mouvement, alors la question de savoir qui empêche cette neutralisation ne se pose plus dans les mêmes termes. Combien d'hommes tiennent ces zones ? Interrogé sur ce point dans le même entretien, Patrick Muyaya commence par dire qu'il ne saurait pas donner de statistiques, puis avance qu'au regard des opérations menées depuis janvier, un minimum de 10 000 hommes est impliqué. Il ajoute qu'ils sont régulièrement redéployés et qualifie cela de stratégie délibérée d'occupation par la violence. Retenez la prudence de la formule autant que le chiffre. Le gouvernement de notre pays estime à 10 000 au minimum le nombre de soldats étrangers présents sur son territoire et dit dans la même phrase de ne pas disposer de statistiques pour les compter. Kagame affirme par ailleurs que l'accord de Washington visait à en finir avec les FDLR et le M23 et qu'il ne vise plus désormais que le M23. Il attribue ce basculement à ce qu'il nomme une seconde vague de mercenaires qui dicterait la politique régionale.
Il évoque les combats autour de Minembwe, affirmant que des drones ont tiré sans discrimination sur des marchés et des églises, et rapporte qu'on lui aurait répondu que ce n'était pas son affaire. Il refuse enfin la lecture du retrait telle qu'elle lui est présentée, en disant que derrière la levée des mesures défensives se cache l'attente d'un repli du M23 vers le Rwanda, ce qu'il écarte en renvoyant à la question de la nationalité de ces hommes et en rappelant qu'ils n'étaient pas nés à l'époque coloniale. Un mot sur ceux qui circulent depuis. Plusieurs types affirment que Paul Kagame aurait déclaré que faire disparaître le M23 revient à vouloir faire disparaître le Rwanda. Le verbatim dit autre chose. Il dit que lorsqu'ils annonçaient faire disparaître les FDLR et le M23, ils voulaient dire par extension faire disparaître le Rwanda aussi. Il ne pose pas une équation, il prête une intention. Et il ajoute qu'il ne peut le souhaiter, mais que si cela vient, on les trouvera prêts. Sa dernière phrase est celle-ci. La seule façon de le faire taire, c'est quand il sera mort. À cette peur d'être effacé, Kinshasa a déjà répondu, et par écrit. Le porte-parole du gouvernement a rappelé vendredi une position du chef de l'État qu'il présente comme constante. Nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. Nous avons un problème avec le président et son régime. Il ajoute que ses dirigeants passeront, que les pays, eux, survivront, et que nos jeunes doivent hériter de relations permettant à cette région de jouer pleinement son rôle. La doctrine congolaise vise donc un régime et non une nation. Le discours de Kigali, lui, présente le conflit comme une entreprise dirigée contre l'existence même du Rwanda. Ces deux propositions ne peuvent pas être vraies en même temps, et elles ont été prononcées le même jour. Le médiateur, lui, ne distribue pas les torts comme les capitales le voudraient. L'envoyé spécial américain, Massad Boulos, a déclaré devant le Conseil de sécurité que le volet sécuritaire de l'accord n'est appliqué ni par la RDC ni par le Rwanda. Interrogé sur ce verdict, Patrick Muyaya répond que c'est son opinion et renvoie la responsabilité à Kigali. Deux discours prononcés le même jour. À Kinshasa, on trie les Congolais selon qu'ils nomment ou non l'agresseur. À Kigali, on nomme des Congolais que l'on dit intégrés dans l'appareil d'un État. Dans les deux capitales, la même semaine, on a fait des listes. Le peuple qui figure sur ces listes n'en a établi aucune. Deux capitales, deux inventaires et un accord signé qu'aucune des deux ne dit appliquer. Ce qu'il faut retenir ce soir, c'est que le prétexte invoqué depuis 30 ans se trouve, selon Kinshasa, dans des zones que Kinshasa n'atteint plus. Reste un sujet dont personne n'a voulu dire s'il entrera dans la salle. Il y a dans ce dialogue annoncé un sujet que personne n'a inscrit à l'ordre du jour et que personne n'a écarté non plus. C'est celui qui a mis l'opposition dans la rue depuis des mois. Interrogé vendredi sur la possibilité de renvoyer à plus tard la question de la révision constitutionnelle, Patrick Muyaya a répondu en deux temps, qui ne se rejoignent pas. D'abord le démenti. Le gouvernement n'a jamais parlé de la Constitution. Ce sujet n'a jamais figuré à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Puis, dans la même réponse, l'ouverture. Il qualifie le débat de pertinent, estime que bien des choses doivent être réajustées 20 ans après la publication du texte, et cite l'exemple de la nationalité, rappelant que la plupart de nos léopards sont binationaux quand la nationalité congolaise est une et exclusive. Il conclut que si des participants soulèvent ces sujets, ils pourront être débattus et demande pourquoi on l'interdirait au gouvernement. Voilà donc la Constitution entrée dans le périmètre du dialogue, le jour même de son annonce, par la voix du porte-parole. 4 positions occupent maintenant le même terrain. Le 20 juin, la Senko a réaffirmé son opposition à toute révision, disant n'y voir ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité. La C64 en fait un préalable au dialogue et exige un renoncement public. Le chef de l'État lui-même, dans son discours du 30 juin, a rappelé que la Constitution n'est ni un instrument de circonstance, ni un objet de convenance, et que son rôle est de veiller à ce que les débats engageant l'avenir du pays se tiennent dans le respect de la loi fondamentale et de la souveraineté populaire. Le gouvernement, enfin, n'exclut pas d'en parler. Pour nos concitoyens, l'enjeu n'est pas théorique.
Une constitution fixe la durée des mandats, les conditions d'accès au pouvoir et les verrous qu'on ne touche pas. La rouvrir dans une salle dont le président choisit les participants n'est pas la même opération que la rouvrir devant un parlement élu. Les évêques ont posé leur position en juin. L'opposition a posé la sienne. Le gouvernement dit qu'il n'a rien mis à l'ordre du jour. L'ordonnance dira lequel de ces 3 textes a été écouté. Pendant qu'on débat de qui aura le droit de s'asseoir, il existe une salle où l'on comparaît sans avoir été invité. Le 26 juin, la République démocratique du Congo a déposé une requête devant la Cour internationale de justice, accusant le Rwanda de mener une campagne génocidaire dans l'est du pays depuis 1996. Kigali répond que la manœuvre est congolaise et retourne l'accusation, affirmant que c'est le gouvernement de Kinshasa qui mènerait une campagne contre les Tutsis congolais. Le ministre d'État à la Justice doit retourner prochainement devant cette juridiction face à son homologue rwandais. Parallèlement, une commission d'enquête internationale émanant du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève travaille sur ces faits depuis 2022. Le porte-parole du gouvernement présente ce chantier comme l'un des 5 fronts sur lesquels notre pays serait engagé, aux côtés du militaire, du diplomatique, de l'économique et du médiatique. Sa position est que le Rwanda doit répondre comme État et que ceux qu'il appelle ses relais doivent répondre individuellement, faute de quoi aucune garantie de non-répétition ne sera acquise. Un fait a été rappelé vendredi au briefing sans être contesté. L'Ouganda a été condamné par cette même Cour pour ses activités sur le territoire congolais. Le Rwanda, lui, n'a jamais été jugé. La procédure ouverte le 26 juin est donc pour nos concitoyens la première tentative sérieuse de combler cet écart, et elle commence à peine. La justice internationale travaille en années, tant la guerre travaille en semaines. Ce décalage n'annule pas la démarche. Il indique seulement que ceux qui attendent une réponse ne l'obtiendront pas au même rythme que ceux qui attendent une table. Ces tables-là, justement, existent depuis des mois et elles ne désemplissent pas. Elles ont un calendrier, des délégations, des communiqués. Ce qu'elles n'ont pas encore, c'est un effet mesurable sur les collines du Nord Kivu. Le gouvernement l'a précisé vendredi. Ce dialogue national ne suspend ni ne remplace les 2 cadres en cours. Patrick Mouyaya résume le dispositif par une image qu'il affectionne. Un dialogue avec le père à Washington et avec le fils à Doha. Ceux de Doha étant, dit-il, des supplétifs qui ne peuvent décider sans que le père intervienne. Sur le terrain de ces négociations, l'état des lieux est le suivant. La 5e réunion du Comité conjoint de sécurité s'est tenue cette semaine en Suisse, réunissant la RDC, le Rwanda, les États-Unis, le Qatar, le Togo et l'Union africaine. Une nouvelle échéance est fixée au vendredi 24 juillet. L'étape de Montreux, qui devait relancer le processus de Doha, n'a pas produit les résultats attendus. Des officiers congolais se trouvent à Goma pour la mise en place du mécanisme de vérification du cessez-le-feu, et un échange de prisonniers reste suspendu, des détenus attendant du côté ougandais que le protocole sanitaire lié à l'épidémie d'Ebola leur permette de rejoindre Goma. Un chiffre dit la lenteur de cette machine mieux que tout commentaire. Le rapport congolais de sensibilisation a été transmis au mécanisme conjoint en novembre 2025. La première réunion de ce mécanisme ne s'est tenue qu'en février 2026, retardée, selon le gouvernement, par les événements d'Uvira. 3 mois entre le dépôt d'un document et la première séance chargée de l'examiner. L'échéance du 15 juillet, elle, est passée. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio avait exprimé devant le Congrès, le 4 juin, le souhait que les troupes rwandaises aient quitté le territoire congolais à cette date. Elles y sont toujours. Interrogé, le porte-parole du gouvernement répond que les Américains ont commencé à utiliser des leviers diplomatiques et ajoute cette phrase « Voyons voir si le Rwanda continuera à persister, à rester sur notre territoire. » Pour un déplacé du Nord Kivu, la différence entre une 5e réunion et une 6e ne se mesure pas en communiqué. Elle se mesure en nuit passée dehors. Le 24 juillet est dans 5 jours. C'est court pour un calendrier diplomatique.
c'est long pour une famille qui compte les siens. Il y a pourtant ce soir des Congolais qui sont rentrés chez eux. 121 ressortissants congolais, dont des femmes et des enfants, sont arrivés à l'aéroport international de Njili à bord du premier vol de rapatriement volontaire affrété par le gouvernement depuis l'Afrique du Sud. Ils ont été accueillis par la vice-ministre des Affaires étrangères, Noela Ayeganagato Nakwipone. Ses compatriotes rentrent des violences xénophobes des 5 et 6 mai. Entre ces violences et ce premier vol, il s'est écoulé plus de 2 mois. Le ministère indique que 260 dossiers ont été validés et que 121 compatriotes ont été autorisés à embarquer. L'écart entre ces deux chiffres n'est expliqué nulle part et 139 familles attendent une explication que le communiqué ne donne pas. La ministre d'État Thérèse Kayikwamba Wagner a annoncé 1 ou 2 mouvements supplémentaires d'ampleur comparable. Elle a dit autre chose, et cela mérite d'être entendu. Elle a reconnu que notre appareil diplomatique a hérité de priorités qui n'ont pas été actualisées, que la diaspora était traitée comme quelque chose de lointain et d'abstrait, et que les ambassades devraient être un chez-soi loin de chez soi et non un guichet administratif. Une ministre en fonction qui nomme une négligence d'État, cela ne se produit pas tous les jours. Reste que ce vol a existé. Une cellule de crise a été mise en place. Une mission a été dépêchée à Pretoria. Un dispositif consulaire a été renforcé et 121 compatriotes qui dormaient dans la peur dorment ce soir sur le sol de leur pays. Cela, personne ne le leur enlèvera. Alors, laissez-moi vous laisser sur ceci. Un État se juge à 2 gestes. Celui qui décide qui a le droit de s'asseoir à sa table et celui qui va chercher les siens quand ils n'ont plus de toit. Ce dimanche, notre pays a fait les 2. Nous avons passé la journée à discuter de la première liste. Ce sont pourtant les 121 noms de la seconde qui disent le mieux ce qu'un État doit à son peuple. Ce dossier ne se refermera pas demain, et nous ne le lâcherons pas. Nous serons là à chaque étape, aussi longtemps qu'il faudra, pour vous dire ce qui avance et ce qui n'avance pas. Que la paix habite nos foyers, que Dieu garde notre pays et chacun d'entre vous. C'était Ilunga pour Inside News RDC. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain. Une de mes consoeurs prendra le relais pour le journal de la semaine. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne continuation. N'oubliez jamais, les faits d'abord et toujours.